Au nom de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 23, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse de ce mercredi 26 novembre 2025 qui se tient dans la salle de conférence de VDG à Goma. Le programme de ce jour se décline en deux points essentiels. La situation humanitaire dans les zones libérées, la situation économique dans les zones libérées, suivie d'une séance de questions-réponses et informatiques dans l'objectif d'éclairer l'opinion nationale et internationale de la situation humanitaire et économique dans les zones libérées et de contrer la désinformation et la propagande émanant du régime de Kinshasa. Nous procéderons en deux étapes. La première étape sera l'audition des conseillers des gouverneurs du Nord Kivu et du Sud Kivu sur la situation humanitaire, et la deuxième sera la présentation de la situation économique dans les zones libérées assurée par la camarade Fabricage, chef de département adjoint des finances en charge des recettes internes. Mesdames et Messieurs, à présenter l'honneur d'inviter la camarade Kaïta Bakounakatete Chantal, conseillère du gouverneur de Nord Kivu, à prendre la parole pour son allocution. À l'issue de son allocution, les camarades Dodozi Moukeye Freddy, conseiller du gouverneur de ce niveau, prendra à son tour la parole. Camarade Chantal, vous avez la parole. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, au regard des préoccupations exprimées récemment à Paris lors de la conférence sur l'accès humanitaire à l'Est de la République démocratique du Congo, il apparaît essentiel de clarifier les informations en provenance du terrain, fondées sur les mouvements humanitaires observés, des données et des indications fiables. Les points ci-dessous visent à rapporter des constats liés à la présence et aux activités des acteurs humanitaires dans les zones libérées par la SCM 23. Je vais donc présenter le bilan humanitaire dans le Nord Kivu. Le premier point, c'est les mouvements réguliers du personnel humanitaire vers les territoires, Massissi, Oujou, Magongo, Béou. Des équipes de plusieurs organisations internationales, organisations nationales, agences onusiennes, effectuent des déplacements journaliers vers les zones où les besoins humanitaires sont identifiés, et cela sans aucune entrave. Nous avons ici, sur les zones libérées par le SCM 23, 11 agences onusiennes, 98 ONG internationales et 603 ONG nationales. Le deuxième point, c'est l'acheminement des cargaisons et l'accès du personnel humanitaire aux frontières. Les cargaisons de médicaments, intrants médicaux et nutritionnels, les équipements, les vivres et les non-vivres et autres sont régulièrement acheminés et distribués par les partenaires humanitaires dans toutes les zones libérées par la SCM 23. Tous les éléments mentionnés ci haut transitent par les postes douaniers des pays voisins. En arrivant chez nous, sont exonérés de toute taxe. 4 966 personnes humanitaires, 4 966 personnels humanitaires ont traversé les frontières depuis le mois d'avril. Il convient de signaler que tout le convoi arrive à destination sans aucune traversée. À titre d'exemple, l'OMS a fait traverser 100 000 avions du mois d'avril, le CICR 285, l'UNICEF 780, Caritas 600, UNICEF 1175, UNFPA 405, Médecins du Monde 125, Première Urgence 290, et le pape a fait entrer plus de 50 000 tonnes de vivres sur les territoires libérés. Les zones de retour. À l'arrivée du mouvement révolutionnaire FCM 23, nous avons trouvé 315 442 femmes, 261 011 hommes, soit un total de 556 400
et vaquent tranquillement à leurs occupations. Le quatrième point, c'est la collaboration avec les acteurs humanitaires. Des réunions hebdomadaires et mensuelles sont tenues avec la coordination humanitaire pour faciliter l'accès humanitaire vers les zones sous contrôle de la FC23. Une moyenne de 1257 ordres de mission sont approuvés mensuellement sur les 4 axes, que je vais énumérer ici, Iragongo, Massissi, Oshogbo. Comme vous le savez, l'éducation et la santé restent des domaines purement apolitiques. Et c'est dans cette optique qu'un pouvoir humanitaire a été mis en place pour permettre aux humanitaires d'accéder aux zones qui ne sont pas sous notre contrôle, en toute sécurité, des nuits, etc., pour acheter des médicaments, des intrants nutritionnels et des vaccins en respectant leurs besoins. Dans le secteur de l'éducation, tous les examens de l'année scolaire 2024-2025 ont pu être acheminés de part et d'autre, permettant aux enfants de terminer leur année scolaire en toute quiétude. Il en ressort réellement que l'accès humanitaire dans les zones libérées par la FC23 n'a jamais connu d'entrave. En conclusion, le passage de l'aide humanitaire à l'aide au développement dans le Nord Kivu constitue une étape essentielle pour répondre durablement aux défis auxquels fait face la région. Si l'intervention humanitaire demeure indispensable dans un contexte encore marqué par des crises récurrentes, elle ne peut à elle seule favoriser l'autonomie des communautés. La transition vers une logique de développement permet d'envisager des solutions structurelles, renforcement des capacités locales, relance économique, amélioration des services sociaux de base et consolidation de la paix. Toutefois, cette transition ne peut être efficace que si elle s'inscrit dans une approche coordonnée, inclusive et respectueuse de dynamique locale. Les réfugiés congolais exilés dans les pays voisins, les retournés et les communautés hautes. En combinant l'urgence et le développement, le Nord Kivu peut progressivement sortir du cycle de vulnérabilité et s'engager sur la voie d'un progrès durable au bénéfice de ses populations. Je termine mon exposé en réaffirmant que la réouverture de l'aéroport de Goma n'est pas une urgence humanitaire. Les déclarations de Paris et de Kinshasa sont politiquement motivées et contraires aux principes humanitaires qui sont l'indépendance, l'impartialité, la neutralité et l'humanité. Ces déclarations vont à l'encontre de la réalité sur l'accès humanitaire dans les zones libérées par la FC23, qui reste fiable et sécurisé. Je vous remercie. Fin janvier 2025, la FC23 lance son offensive majeure et occupe la ville de Goma, capitale du Nord Kivu, ainsi que son aéroport international. Quelques jours plus tard, la FC23 avance vers le sud Kivu et près la ville de Bukavu en mi-février, s'emparant ainsi de l'aéroport de Bukavu. Le gouvernement congolais déclare ces deux aéroports fermés jusqu'à nouvel ordre, faute de contrôle par l'autorité de l'aviation civile. Cette double fermeture coupait une fois l'approvisionnement humanitaire vital vers l'Est. Goma était jusque là le principal lieu d'acheminement pour certains milliers de déplacés généraux. En l'absence de l'aéroport de Goma, les acteurs humanitaires ont dû reconfigurer entièrement leur route logistique pour atteindre le site. Les conséquences ont été immédiates. Les ponts aériens humanitaires européens prévus pour le Kivu n'a pas pu être actif. Et l'ONU comme le GIG ont vu leur opération fortement ralentie, certes. Des dépôts de pommes à Goma ont été pillés comme à Bukavu. Et nous avons eu quand même un blocage de voies et nous nous sommes mis à pied d'œuvre pour une reconfiguration. Nous nous sommes basés sur les routes terrestres alternatives vers le sud. Plusieurs corridors routiers ont été mobilisés et intensifiés pour contourner Goma via l'aéroport sans conséquences majeures, puisque les activités humanitaires ont continué. Par les Rwanda jusqu'à Bukavu, avant la chute de Bukavu, l'axe Kigali quand même de Bukavu, offrait une alternative quand même de l'aéroport. L'aéroport rwandais, à 15 km de Bukavu, a pu servir de point de transit pour le personnel des petits colis humanitaires. Les véhicules traversent
la frontière à Ruzizi vers Bukavu, lorsqu'elle était encore ouverte. Cependant, après l'occupation de Bukavu, là, le 100 février, sans oublier que nous avons même augmenté l'heure d'ouverture et de travail par rapport à la frontière. Depuis la Tanzanie vers le lac Tanganyika, en complément des lacs routiers burundais, le transport fluvial sous le lac Kivu a été exploité. Par l'ouest via Kisangani Kindu, faute d'accès direct par l'est, un détour interne a été aussi envisagé. Depuis le Kenya-Ouganda vers le nord Kivu, pour soutenir directement le site Kivu, l'Union européenne et l'ONU ont également organisé des convois exceptionnels depuis Nairobi. Dès début mars, un convoi humanitaire de 44 tonnes est parti de Nairobi, Kenya, vers Goma, jusqu'au niveau de la province du Sud Kivu. Donc, vous remarquerez donc qu'il y a les principaux axes terrestres et fluviaux qui ont été mobilisés et qui nous ont permis quand même de faire le travail et de collaborer bien avec les humanitaires. D'autres axes secondaires, Zambie, Katanga, Sud Kivu, ont également été étudiés, mais sont restés peu praticables au premier semestre 2025. La route depuis Lubumbashi vers Kindu via Kalemi Kindu s'est avérée trop lente et dangereuse en pleine saison des pluies. Parlons maintenant de transport via le lac Kivu. Le lac Kivu, relié naturellement Goma, Nord Kivu à Bukavu, Sud Kivu, sur, comme nous le savons, 100 km et constitue à temps normal un axe logistique important, bateau, fret et fer. Cependant, avec Goma et Bukavu, la navigation au début a été lente, mais la reprise nous a permis de remonter le courant. En faisant des ponts avec les nous avons traversé, nous pouvons atteindre facilement Calais et les aides humanitaires avaient trouvé quand même des solutions. Les types d'aides acheminées des priorités sectorielles. Malgré les contraintes logistiques, un large éventail d'aide humanitaire a pu être transporté vers le site Kivu entre janvier et juin 2025 en privilégiant les secours vivants. Et là, nous allons parler de l'aide humanitaire. C'était la part la plus volumineuse avec le programme alimentaire mondial et ses partenaires ont acheminé des denrées de base pour subvenir aux besoins et déplacer les communautés affectées. Compte tenu des pillages que nous avons connus et à Goma, nous avons vite remonté la pente et actuellement, nous tenons à vous informer que nous sommes en train d'étudier une autre stratégie pour essayer un peu d'appuyer la province du Sud Kivu en utilisant les ressources locales. Donc, au niveau, nous ne manquons pas les denrées alimentaires, nous ne manquons pas la nourriture et PAM va s'approprier. Il y a déjà même une offre, je ne sais pas si c'était arrivé jusqu'au niveau des commerçants du Nord Kivu. Donc là, il n'y a pas de problème. Les articles ménagers essentiels et abris, de nombreux déplacés et tout perdu, kits, non-food items ont été distribués. Ces kits comprenaient des bâches plastiques, couvertures, jerrycans, ustensiles de cuisine et savon. Ils ont été fournis par l'ONG comme CARE, World Vision, Acteur, l'HCR, l'OIM, ont coordonné la distribution de tentes et bâches pour reloger temporairement les familles dont les maisons avaient été détruites et occupées. Mais dans la philosophie des rapatriements, il faut dire que tous ces réfugiés et le transit a été fait et même les maisons de transit ont été utilisées en prenant les réfugiés et en faisant, n'est-ce pas, une correspondance au niveau de Ruzizi. Tout s'est bien passé. En rapport avec l'aide médicale et nutritionnelle, les besoins sanitaires ont explosé puisqu'il y a eu des blessés de guerre, risques épidémiques, malnutrition. L'OMS a coordonné l'envoi des médicaments d'urgence, kits chirurgicaux et poches de sang, 500 poches expédiées de mars vers
vers Coma Radio au Capinet, UNICEF et MSF ont acheminé des kits de traitement de choléra et autres affaires, car nous avons connu quand même des flambées de choléra qui ont été signalées chez les déplacés faute d'eau potable. Des centres de santé ont été équipés dans les territoires de Kabal, Walloum, Fils. On a par exemple livré des camions de médicaments essentiels, antibiotiques, antipaludiques et pansements aux hôpitaux généraux d'Ouvira. Baraka, puisque jusque-là, nous savons que les humanitaires ont leurs principes et ils sont apolitiques. En rapport avec l'appui logistique et carburant, enfin, une part de l'acheminement a concerné la logistique humanitaire elle-même. Avec l'absence d'avions sur Goma-Bukavu, il a fallu amener les carburants diesel sur des camions, des générateurs, de matériel de télécommunication, le VSAT radio, afin de rétablir la coordination. Le cluster logistique a par exemple fait parvenir des kits de ponts radio et du carburant depuis Guinée Nouvelle-Bukavu pour relancer les lieux humanitaires locaux. La MONUSCO, bien que réitérée militairement du site Kivu en 2024, a fourni un appui limité en transportant les matériels. Priorité, globalement, l'accès a été mis d'abord sur la survie immédiate, nourriture aux soins et les autres activités par rapport à la prise en charge pour la survie humaine ont été prises. Ici, je vous dispense pratiquement des zones de destination d'aide dans la province de Sud-Kivu. Mais nous devons quand même signaler qu'il y a une zone, si nous devons parler d'aide humanitaire, mais c'est coupé par le gouvernement d'une manière délibérée. C'est nous avons le haut plateau d'Ouvira, nous avons Itombwe et Minembwe. Et vous connaissez comme moi la fameuse histoire, pas une histoire, mais une réalité d'un avion qui a amené les produits de première nécessité, que ce soit médico et nutritionnel, mais qui a été bombardé par, n'est-ce pas, les drones. Acteurs humanitaires mobilisés et coordonnés depuis janvier et juin 2025. Malgré les contextes des niveaux 3 d'urgence décrétés en RD Congo, les acteurs humanitaires ont dû opérer avec de fortes contraintes. Le mécanisme de coordination a été renforcé. OCHA a activé des réunions de coordination d'urgence, comme j'ai vu que ça s'est fait même au niveau de Goma. Des réunions hebdomadaires s'est fait aussi à Bukavu. Par vidéoconférence, compte tenu des évacuations des équipes, Cluster Logistique a créé une cellule dédiée au corridor alternatif. Nous allons nous passer, c'est pratiquement le même partenaire, pour ne pas le citer. Nous avons PAM, UNICEF, OCHA, Cluster, nous avons autour de 40 acteurs humanitaires qui œuvrent chez nous. Les volumes de cargaison, les volumes acheminés vers le site Kivu au premier semestre 2025 sont difficiles à quantifier précisément du fait de la fragmentation des cellules. Certaines des estimations consolidées peuvent être avancées par l'axe logistique, mais il faut dire qu'il y a un avantage, nous avons continué avec la charte, tous ces besoins ont été exonérés. Nous avons même permis à ce que, à travers les villes contrôlées par l'AF-23, les territoires libérés, nous avons permis quand même avec une souplesse d'acheminer les stations humanitaires vers les villes contrôlées par l'armée gouvernementale, même du côté de Ouazalem, puisque nous supposons que c'est vraiment pour l'humanisme que nous le faisons. En conclusion, le premier semestre 2025 au Sud-Kivu a représenté un défi logistique sans précédent pour l'aide humanitaire. L'absence de l'aéroport de Goma, hub crucial, a obligé les humanitaires à faire preuve
d'ingéniosité, en empruntant des chemins de travers comme vous l'avez entendu. Les routes frontalières, via les pays voisins, voies fluviales et contournements aériens. Cette réorganisation a permis d'éviter un effondrement total de l'assistance, mais au prix d'un petit retard qui, en réalité, dans nos contextes, peut être acceptable. Chaque route alternative comportait donc un lot de risques. Grâce à des données officielles, rapports de OCHA que nous possédons maintenant, que nous pouvons partager, et aux témoignages de terrain, nous pouvons vous rassurer que le travail s'est fait à merveille. Je dis et je vous remercie. Intervention précise et documentée, des faits et chiffres présentés par le chers amis de la presse, avant que nous puissions continuer à laisser partir, l'AFC M23 condamne avec la plus grande fermeté les attaques menées en cours par les forces coalisées de Kinshasa qui utilisent des avions, des chasse, des drones et l'artillerie lourde sur toutes les lignes de front, ciblant également les zones densément peuplées et nos compatriotes de Minéraux. Ça se passe à l'instant même où je vous parle. Nous condamnons cela. J'invite à présent la camarade Fanny Cage-Kayel, chef du département de finances, chargé de recettes internes pour son administration. Mesdemoiselles et messieurs, chers journalistes, bonjour. Après les interventions consacrées au volet humanitaire, permettez-moi de vous présenter la réalité économique. Car aucune analyse humanitaire ne peut être crédible si elle ignore les dynamiques économiques réelles sur le terrain. Et c'est précisément là que le narratif imposé depuis Kinshasa est relayé par certains partenaires extérieurs manque d'honnêteté. Je vais structurer mon intervention autour de 5 axes qui démontrent clairement que l'urgence humanitaire prétendue n'est pas si alarmante dans le territoire libéré par l'AFC M23, mais qu'il a été créé ailleurs par une mauvaise gouvernance du régime de Tshisekedi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, l'urgence humanitaire n'est pas si grave dans notre espace libéré, mais dans l'économie nationale développée sous Félix Tshisekedi. Avant de parler de l'économie, il faut dénoncer une confusion volontairement entretenue. On veut prétendre notre espace comme une zone de crise humanitaire urgente pour justifier les pressions politiques, notamment autour de réouverture de l'aéroport de Goma. Pourtant, les provinces réellement en danger humanitaire comme Kinshasa, Kasaï, Ituri, Owerri, Katanga sont toutes sous l'occupation du régime de Tshisekedi. À la fin de mon exposé, je vous montrerai la cartographie des urgences humanitaires dans l'espace sous l'occupation de Tshisekedi. Il fallait donc répartir de la vérité, car une politique humanitaire construite sur des mensonges devient une politique de manipulation. Maintenant que cette qualification est posée, entrons dans le fait économique, car c'est là que tout commence. Messieurs et dames de la presse, dès notre prise en charge, le département des finances dirigé par le chef du département Nogaro Kisha, nous avons compris que l'économie est un système circulatoire. Si vous la bloquez, vous perdez. C'est pourquoi notre première priorité a été de libérer l'économie des tracasseries, des désordres fiscaux et des extorsions routières. Les marchandises circulent aujourd'hui sans raquettes, sans perception sauvage, sans militarisation des routes. La première condition de la vie économique, c'est libérer, et c'est la liberté de circuler. Nous l'avons
établis. Nous avons rationalisé, harmonisé et simplifié l'ensemble des taxes. Les commerçants savent désormais quoi percevoir, pourquoi, quand et à quel taux. La fin du chaos fiscal a redonné confiance au marché. Quand les bourses ne volent plus, le prix chute. Quand les taxes deviennent légales, les marchés se réorganisent. C'est ce socle fiscal qui a relancé notre dynamique économique. Et c'est précisément cette relance qui ouvre la voie au changement le plus spectaculaire de notre espace. Chers amis, frères et sœurs de la presse, la paix locale, les réductions totales des tracasseries et la réduction des taxes ont permis un phénomène majeur. Les déplacés internes sont retournés massivement dans leurs villages. Les familles jadis enfermées dans les camps de déplacés ou dépendantes des distributions humanitaires ont retrouvé leur terre. Aujourd'hui, grâce à ce retour massif aux gens, nous avons ici l'abondance alimentaire des produits vivrières. Les pommes de terre, par exemple, le maïs, l'haricot, les légumes, les soja, etc. Les marchés sont pleins, les prix sont bas et la sécurité alimentaire est assurée. Nous ravitaillons même des centres sous occupation du régime de Tshisekedi, comme Béni, comme Frira, sont installés par Goma ainsi que par Bukavu. Il y a des pommes de terre qui quittent Goma pour aller là-bas, il y a l'haricot, les maïs, etc. Comme je vous ai dit précédemment. Notre production agricole est désormais suffisante dans les filières. Ils ont véritablement engagé l'humanitaire, ne nourrit jamais l'extérieur. Par contre, elle en dépend. Cette dynamique économique montre que notre espace fonctionne, mais elle relève aussi par contraste où se trouvent de vraies urgences humanitaires. Mesdames et messieurs de la presse, la seule véritable urgence d'espace libéré par l'AFC en 23, c'est la fermeture de banques imposée délibérément par le régime de Félix Tshisekedi. Contrairement aux décisions officielles, l'urgence humanitaire ne vient pas de nos routes, de nos marchés ou de notre agriculture. Tout cela fonctionne bien. Tout cela fonctionne bien, je disais. La seule catastrophe totalement artificielle provient de la fermeture de banques par le régime de Félix Tshisekedi. Les banques n'ont pas été fermées pour des raisons sécuritaires, elles ont été fermées pour punir la population sur les fonds de sites qui accusaient d'avoir bien accueilli les opérateurs que nous sommes. C'est un acte politique, ce qu'ils ont fait la fermeture de banque, c'est un acte politique, pas une mesure technique. Comme vous pouvez le constater, les conséquences humanitaires sont directes. Et je vais citer quelques conséquences. Sans banque, les familles perdent l'accès à leur propre argent. Et nous signalons ici que l'argent qui se trouve dans l'Europe, ce n'est pas l'argent du régime de Tshisekedi, mais volontairement, le régime de Félix Tshisekedi a fermé, a pillé, a volé les banques pour punir la population de site et non Kivu. Même les organisations humanitaires ne peuvent plus fonctionner. Un humanitaire sans banque ne peut pas bien fonctionner. Ils vont fonctionner à peine. Nous tous nous connaissons bien les exigences des organisations internationales en ce qui concerne même leurs audits. Les transferts d'argent fonctionnent avec les banques. Si aujourd'hui il y a le larme, le plaire que nous devons ouvrir les reports, je me pose la question, tous ces fonds-là de milliards que le président français Macron est en train de parler, ça va passer par quelle banque, par quelle transaction, par
quel moyen? Voilà la scène des gens humanitaires réels ici, l'effondrement du système bancaire orchestré par Kinshasa. Et c'est précisément pourquoi nous ne pouvons pas accepter les injonctions autour de l'aéroport de Goma. Notre gouvernement l'a souligné, notre organisation l'a souligné clairement dans un courrier adressé au ministre des Affaires étrangères français le 28 octobre 2025. Mesdames et messieurs de la presse, frères et sœurs, concernant la réouverture de l'aéroport de Goma, nous pouvons vous assurer que notre prudence n'est pas un refus de l'humanitaire, mais c'est un refus de la manipulation économique, politique et sécuritaire. Nous ne refusons pas les humanitaires, je le répète, nous refusons la manipulation politique, économique et sécuritaire. Nous ne refusons pas, comme je le répète, l'instrumentalisation des humanitaires par les agendas politiques et militaires de Kinshasa. Notre économie fonctionne, notre agriculture est excédentaire, notre fiscalité est stable, notre sécurité alimentaire est assurée. La seule crise artificielle, celle créée par le régime de Tshisekedi et la fermeture des banques. Si l'on veut parler d'urgence humanitaire, c'est à cela qu'il faut répondre. Et nous comptons particulièrement sur le gouvernement français et sur la communauté internationale en général pour pallier cette situation. Nous restons ouverts, déterminés, prêts à coopérer avec tous les partenaires sincères, véritables, dans la cohérence économique et le respect de notre souveraineté. Mesdames et messieurs les journalistes, avant de clore mon propos, j'aimerais vous présenter la cartographie humanitaire. Ça ne se voit pas très bien. On s'en explique, s'il vous plaît. Dans mon propos, j'aimerais vous présenter la cartographie humanitaire de l'espace sous occupation du régime de Tshisekedi. Contrairement à ce qu'on fait croire que l'urgence humanitaire est ici, mais moi je vais vous prouver le contraire que l'urgence humanitaire se trouve dans la zone sous occupation du régime de Tshisekedi. Et nous allons le constater ensemble avec vous, c'est vérifiable. Peut-être la communauté internationale, en commençant par nos partenaires français, ils n'ont pas encore cette réalité et ces filles aux données du régime de Kinshasa. On va commencer par le grand Équateur. Oh là là, on va commencer par le grand Équateur. Là, on a un problème très sérieux d'épidémie, de choléra et d'enfants non vaccinés. Vous allez comprendre que ça, ce sont des urgences humanitaires. Et donc, si on ne fait pas attention, les gens peuvent commencer à mourir, ou même déjà tous les jours. Et il y a aussi l'aéroport là-bas. Donc, ils peuvent vite les déchets parce que là-bas, l'aéroport n'est pas fermé. On est aussi au Grand Bandundu. Il y a là-bas aussi des conflits, des milices, des villages détruits, des massacres tous les jours, des placements massifs, ainsi que la famine. Et donc, là-bas, on est que les gens meurent. Là-bas, les gens peuvent même mourir à cause de faim. Pour nous, c'est l'urgence humanitaire. Il y a aussi l'aéroport. Et l'aéroport n'est pas fermé. Si on va au Grand Kassai, n'en parlons même pas, la famine est à l'abondance et la population ne sait pas. On ne sait même pas d'ici. Disons si on ne fait pas attention. Si les libérateurs ne s'étaient pas décidés que nous sommes, si on ne s'était pas décidé d'arriver jusqu'au Kassai, je m'imagine qu'on peut. L'espace du Kassai peut disparaître. Et donc, il y a la famille, comme vous n'avez pas aidé la population, c'est des places à l'abondance, c'est l'urgence humanitaire. Là-bas, vraiment, l'urgence humanitaire est de vite. Et veuillez transmettre les messages aux humanitaires. On va au Grand Katanga. Là-bas, les exploitations, on va faire semblant comme si tout allait bien au Grand Katanga.
des mines. Dans les mines là-bas, vous allez trouver qu'il y a des mineurs, des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans qui sont en train de travailler. Les femmes enceintes travaillent dans des carrières, respirent la poussière de cobalt. Et ça, on ne peut pas tolérer. C'est l'urgence mondiale. La belle urgence est aux élites. Faites transmettre le message aux humanitaires et à la communauté internationale. Abéli, on n'en parle même pas. Là, le monde, c'est tous les jours. On compte artisans, c'est tous les jours le monde. Il y a l'urgence humanitaire. L'aéroport fonctionne. Veuillez signaler au régime de Kinshasa ainsi qu'à l'aéroport de l'Union. La province de l'Europe orientale n'en parle même pas. Vous connaissez déjà qu'il y a des systèmes de Codeco. Si les gens n'ont pas possible, sans pitié. Sans pitié. Les gens n'ont même pas le temps de cultiver. Par contre, ici chez nous, nous sommes en paix. Les gens ont la possibilité de cultiver. Je venais de vous dire le mot tout à l'heure que les déplacés qu'on avait sont en paix. Nous sommes même en surabondance alimentaire. Donc, veuillez signaler les épiceries ainsi que d'autres humanitaires qui sont, je ne sais pas, là où il y a des milliards, il y a des urgences humanitaires là-bas aux élites. Mais parlons même en Kinshasa, la capitale, où il y a des phénomènes mondiaux également. Dans la capitale, les gens viennent, il y a des déplacements massifs, les inondations. Ici, nous pleurons chaque jour, nous implorons chaque jour, nous remercions chaque jour comme nous avons la pluie et que nous avons la nourriture. Mais là-bas, au niveau de Kinshasa, les gens sont en train de pleurer avec ces sécheresses. Parce que certes, il y a des inondations. Ce sont des urgences humanitaires. L'aéroport régime fonctionne très bien. Veuillez signaler à mes électricités ainsi qu'à d'autres humanitaires que là-bas, il y a des catastrophes. Nous avons besoin des humanitaires, mais nous refusons que cela soit politisé. L'aéroport de Gaulle n'est même pas à Kinshasa. Il y a des milices, ça ne mène pas à Butembo, au Katanga, au Kasaï, il y a la famille, ça ne mène pas partout. Et donc, nous avons besoin des humanitaires, nous souhaitons le bienvenu, mais nous refusons que cela soit instrumentalisé. J'ai dit et je la remercie. À Goma, j'ai des petites questions à poser à l'FCM23. La première est la suivante. L'FCM23 semble s'opposer à l'ouverture de l'aéroport international de Goma. Est-ce qu'on peut dire que c'est pour des raisons politiques ou militaires, surtout connaissant l'avènement des drones? L'FCM23 a peur d'être attaqué via l'aéroport international de Goma si il est ouvert. Avant-hier, au Tchad, l'agence du bureau conjoint des Nations Unies pour les affaires humanitaires a publié un communiqué à Roma si la situation humanitaire dans le plateau de Fils et donc votre avis du ballon est présent. Quelles sont les mesures prises par la FC23, que ce soit à Doha, que ce soit aujourd'hui à Roma, où il y a la coordination humanitaire, la coordination de la FC23, pour venir en aide à ces populations qui aujourd'hui souffrent et qui sont en danger selon cette agence des Nations Unies qu'aujourd'hui il est difficile d'embarquer les médicaments ni d'autres produits dans les zones qui tombent et les bouleversent. Je pense qu'il est plus pratique de répondre aux questions directement. Alors, pour ce qui est de la réouverture de l'aéroport, je pense qu'avec les exposés que nous avons faits sur la situation humanitaire, vous avez pu comprendre que l'accès est vraiment ne souffre d'aucune contrainte. Les ONG, les organisations humaines, tous ont accès à nos territoires et peuvent acheminer des biens jusqu'aux populations. Le problème de l'aéroport ne se pose pas. Notre territoire est très fiable, très sécurisé. Plutôt posons-nous les bonnes questions. Parce qu'avec Kinshasa qui demande cette réouverture, avec toutes les frappes de drones et des avions de chasse qui s'abattent sur les territoires et tuent une population, est-ce que ça serait responsable pour notre part, de la part de nos autorités, des dirigeants de la FCM23, d'accepter que cet aéroport soit réouvert alors Kinshasa ne tient compte aucunement de toutes les décisions ici à Doha
sera reconstruit. Il faut faire le déminage. Tout l'aéroport est éliminé, il faut un service de déminage qui doit être fait correctement pour ne pas mettre les personnes qui utilisent cet aéroport en danger. La piste d'atterrissage, il y a l'aéroport qui tombe dessus, il faut la reconstruire, il faut le faire. Est-ce que vous pensez que cela peut être fait en quelques minutes ou en quelques jours? Je pense que dans l'immédiat, l'ouverture de l'aéroport n'est même pas une question qui soit possible. Parce que, pour l'exemple, je viens de l'énumérer. Pour la seconde question, est-ce que la réouverture de l'aéroport est une question qui doit être discutée par des pays, des personnes qui ne sont pas particulièrement au conflit? Vous parlez de la réouverture de l'aéroport et cela est discuté partout sans la présence de la ça n'a aucun sens. Alors, je pense que sur les questions de fond qui ont été posées à Doha, le problème de l'humanité, sur les problèmes de fond qui ont été posés à Doha, les problèmes humanitaires en font partie. Donc, je pense que ce cadre est plus adapté pour ce genre de discussion, plutôt que de discuter de ça partout où on se figure pas le FCN. Alors, ce qu'avance Kinshasa et ses amis les Français, c'est qu'il y a une urgence. Déjà, il n'y a pas d'urgence sur notre territoire, le territoire libéré, il n'y a aucune urgence. Toutes les populations qui étaient dans les camps, qui étaient dans les sites ici avant notre arrivée, sont retournées chez eux. Ça veut dire que la dynamique actuelle, c'est plutôt la réinstallation de toutes ces populations. Il y a effectivement, c'est toute une mosaïque, hein. Il y a les déplacés internes qui sont en train de retourner chez eux. La plupart sont arrivés d'ailleurs, mais d'autres sont encore en déplacement. Et ensuite, il y a les réfugiés qui se trouvent, les réfugiés congolais qui se trouvent dans les pays voisins. Ici chez nous, ça fait même partie des causes profondes de notre conflit. Ces personnes doivent rentrer chez elles, ces citoyens congolais doivent rentrer chez eux. Et ensuite, il y a les communautés hautes, parce que tout ce mouvement, pendant toutes ces années, ça fait qu'il y a des populations qui ne se sont pas déplacées, mais qui n'ont pas un niveau de vie agricole, justement parce qu'il n'y avait pas une bonne gestion du bien public. Alors voilà, tout ça mis ensemble, il n'y a plus d'urgence, les gens sont chez eux, font les champs, comme l'a expliqué la CDA à Mme Famille-Vage, ils font les champs. Maintenant, on n'est pas en train de dire qu'on a terminé complètement, c'est un travail qui est en cours et qui va continuer d'être fait avec l'aide des humanitaires. Et ici, je tiens à rappeler quelque chose de très important, c'est que l'État, les autorités de fait que nous sommes les premiers, c'est nous qui avons la première responsabilité vis-à-vis de nos populations. Les ONG internationales, les Nations Unies, tout ça, viennent en appui à ce que nous faisons déjà. Donc plutôt que de nous perturber, d'insister sur ce qui n'est pas utile, voilà, je pense que c'est plutôt nous laisser enlever toutes ces sanctions qui pèsent sur nous, les sanctions injustes. Comme ça nous permet de fonctionner correctement. Je crois que les peuples sont établis, nous sommes capables de le faire. Voilà, et permettre à tout le monde de travailler, les citoyens, qui habitent dans les zones libérées de vaquer paisiblement à leurs occupations. Je vous remercie. Comme vous le savez, c'est une situation catastrophique. Et la première cause, c'est le blocage de l'aide humanitaire entravé sciemment par le gouvernement qui a déplacé sa zone vers Ouvira, Fizi et Mara. C'est la première cause. Nous avons eu beaucoup de réunions, nous avons eu beaucoup de concertations, mais ils refusent. Et si on peut revenir sur la question des urgences humanitaires, moi je ne pense pas que l'ouverture de l'aéroport de Goma devrait être la première urgence. Puisque les gens, pour le moment,
qui peuvent avoir besoin de l'aide humanitaire, c'est les hauts plateaux qui tombent lui-même. Nous avons fait des tentatives de concertation avec les humanitaires. Ils sont arrivés à Goma, ils ont été bloqués. Nous avons fait des tentatives d'amener de l'aide humanitaire à aéroporter. Vous les savez. Et je ne veux pas. Vous savez le gouvernement. C'est le gouvernement de Kinshasa qui a bombardé l'avion qui a amené l'aide humanitaire. C'est là que nous posons la question de l'urgence. Est-ce que ce n'est pas montrer la bonne foi au gouvernement de faire l'accès humanitaire? Et moi je pense que vu les principes des humanitaires, c'est eux qui devraient normalement taper sur la table, secouer le monde entier pour montrer la mauvaise foi du gouvernement de Kinshasa passé à ouvrir un fils de Baraka pour ne pas aider cette population qui est enclavée actuellement. Et c'est vraiment pitié. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vraiment ajouter sur ça. Je ne sais pas si c'est satisfaisant. J'ai l'adresse à Madame Chantal. Pourquoi estimez-vous qu'il y ait la ouverture de l'aéroport de Goma n'est pas une urgence humanitaire? Vous l'avez bien déclaré ici. Est-ce que craignez-vous, excusez-moi que je reviens là-dessus, est-ce que craignez-vous qu'il y ait la ouverture facile des opérations militaires contre votre mouvement? Nous voulons une précision là-dessus. Et aussi une question contre-parole, c'est de l'actualité, excusez-moi. Les informations indiquent que le M23 aurait pris le contrôle des Kassika et progressivement par l'interdiction des Mouinka. Pouvez-vous confirmer ou intégrer ces avancées et nous préciser quelle est la situation exacte sur le terrain actuel? Merci. Tout à l'heure, je vous ai dit, on a commencé en retard parce que nous sommes attaqués. Les populations civiles dans les zones d'enseignement public sont attaquées à l'aide des avions de chasse, des drones et de la guérilla. Nous sommes dit de défendre notre population. Nous l'avons dit à plusieurs fois. L'AFCM doit réitérer son engagement, mais d'effectuer à protéger et à défendre la population. Mais à ce moment où je vous parle, vous voyez chaque fois que je regarde mon téléphone, les civils sont bombardés par Kinshasa. Et je ne peux confirmer que nous avons eu une ville de vote. Ce que je vous dis est que Kinshasa est en train de violer les cessez-le-feu et l'accord 4 de Doha. Il refuse de mettre en œuvre l'accord 4 de Doha. Nous avons entendu hier Madame Kaikwamba Barmer, la ministre congolaise des Affaires étrangères, dit qu'ils étaient forcés de signer. Là, vous voyez le monsieur, la dame et son gouvernement ne peuvent pas gérer, n'ont pas voulu signer l'accord 4. Et les savoir même dans l'accord 4, ils sont en train de violer les cessez-le-feu. Et nos zones dans ce pays sont bombardées à répétition. Donc, ce que je peux dire, c'est que vous pouvez dire, Kinshasa nous impose une guerre en ce moment et la population civile est sur le bord. Bientôt, il y aura une réunion avec la UNHCR et notre organisation pour décider quoi faire. Parce que la population ne peut pas la laisser souffrir comme ça par un régime de terroristes. Merci. Voilà, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'urgence dans le Nord Kivu, au sud. Mais moi, je parle du Nord Kivu. La réouverture de l'aéroport ne figure pas parmi les urgences. Parce que déjà, la situation humanitaire dans le Nord Kivu, même ici chez nous, dans les espaces intérieurs, n'est plus dans l'urgence. C'est avant que l'humanitaire qu'il y avait l'urgence. Parce qu'il y avait des milliers de personnes, j'ai cité le nombre que nous avons trouvé dans les sites déplacés. Il y avait toutes des hommes, des femmes, des enfants dans des sites déplacés
alors qu'ils étaient dans leur propre pays. Ils étaient réfugiés chez eux. Ça, c'était une urgence. Et les interventions devaient être faites très rapidement. Maintenant, avec la perspective que nous avons actuellement, c'est que tout le monde est rentré chez soi. Dans Goma et même dans les périphéries, il n'y a pas de centres. Tout le monde rentre chez soi. Et je l'ai encore dit, le travail n'est pas fini, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais tout doit être fait maintenant. Maintenant, il n'y a plus d'urgence. Par contre, maintenant, c'est l'humanitaire, mais qui n'est pas totalement humanitaire, qui doit un peu se mélanger au développement. Parce que les gens sont rentrés chez eux, et c'est durablement que nous devons construire. Parce qu'il faut un toit sur leur tête. J'ai donné les 3 catégories de personnes qui vont se mélanger et habiter ensemble de manière pacifique. Donc il faut un toit sur leur tête, il faut que les enfants puissent aller à l'école, il faut que ceux qui sont malades puissent être soignés, il faut qu'ils mangent à leur faim. Ça, c'est des vrais problèmes. Et ce problème relève du développement plutôt que de l'urgence. C'est un problème humanitaire. Donc nous sommes un peu dans une période résiliente qui est entre l'humanitaire et le développement. Ça veut dire plutôt que de parler d'urgence, parlons plutôt des vrais problèmes pour pouvoir permettre à la population de s'installer durablement, parce que ceci est fait, et une cohésion pacifique entre elles. Ça, c'est le premier volet. Alors, le deuxième volet, même avec la meilleure volonté du monde, on ne pourrait pas remettre notre aéroport en état en quelques jours. Donc, je trouve que c'est même marteler sur quelque chose qui ne va pas pouvoir être fait. Je l'ai dit là, quand j'ai pris la parole, je parle tantôt, pour expliquer que même avec la meilleure volonté du monde, de manière pratique, c'est impossible que cet aéroport puisse être utilisé maintenant. Parce que la tour de contrôle a été détruite, il faut la reconstruire. La piste d'atterrissage, on l'a bombardée, il faut qu'elle soit réaménagée. Il faut déminer, il faut faire le déminage. Il y a beaucoup de travail, on ne sait pas combien de temps cela va prendre. Alors pourquoi parler d'une question qui, maintenant, immédiatement, ne peut pas être résolue? Et je vais encore le redire comme l'a dit la CDR, Madame Fanny Kachkaï. Nous n'avons pas peur, F-23 n'a pas peur, mais nous sommes réalistes et nous réfléchissons. Donc ça veut dire que on ne peut pas, alors que les accords qui ont été signés, le cessez-le-feu en faisait partie, il n'est pas respecté. Et vous pensez que des autorités fiables et dignes de ce nom pourraient prendre le risque de mettre ces populations en danger avec des personnes qui ne respectent rien? Je pense que ça ne serait pas ça. Je vous remercie. Par le régime de Kinshasa, il en est de même dans les hauts plateaux de ce qu'il faut particulièrement vers le Bénin. Et en conséquence, les populations sont mal déplacées. Si ces populations venaient dans les zones sous administration de la FCM 23, quelles sont les dispositions qui sont prises pour prendre en charge ces populations? Nous remercions nos populations pour leur résilience. Moi-même, j'ai fait de là, j'étais dans le Massissi, j'étais dans le Massissi, et ce matin, je sors de l'autre côté, la population refuse de fuir. La population est restée avec nous. Je mange chez une famille, dans une famille d'accueil, qui a refusé de fuir. La résilience de nos populations, c'est l'acceptance de la victoire. Nous sommes aujourd'hui l'alternative et nous allons restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je vais juste compléter, puisqu'il faut comprendre que malgré les combats, comme vient de marteler les collaborateurs, il y a une grande résilience. Ça veut dire que dans un coin, quand nous avançons, c'est le cas qui se passe dans les hauts plateaux, la population est déjà fatiguée des FARDC et des Ouazalènes. Et je pense que les premiers qui devraient les dénoncer devraient être parmi vous ici en tant que des journalistes, des gens qui véhiculent les messages. Et quand l'AFC 123 s'approche, c'est un ouf de soulagement. Ok. Prenons que ce soit maintenant que la population, il y a une portion qui doit fuir. Je vais vous dire que
Notre concept, c'est la libération. Nous venons pour libérer et nous accueillir. Et je l'ai même dit dans mon allocution, nous, au niveau du site Kivu, nous avons permis à ce que les aides humanitaires passent par Kamanyola pour aller servir la plaine, là où il y avait pénurie d'aide humanitaire, là où il y avait pénurie de médicaments, et il y a la Croix-Rouge. Et ce sont des données, c'est bien, au Tchad, ce sont des données bien tracées. Nous avons permis à ce qu'ils puissent aller aider dans les coins où le gouvernement est incapable d'assurer et d'encadrer les partenaires. Nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau-là-bas. Donc ne vous en faites pas, nous sommes là. D'abord, il faut dire que l'action humanitaire, c'est un concept africain. C'est un concept africain. Et nous sommes là pour libérer. Et en tant que libérateurs, nous allons les accueillir et les encadrer. Et après cela, ils vont encore retourner dans leur milieu spécifique. Merci beaucoup.